Voilà, donc dès que Patrice Champion aura appuyé sur son bouton, Louis Delmas pourra commencer. Alors, je crois que nous allons parler de l'éclatement de la Yougoslavie. Je crois que vous êtes un spécialiste, un certain nombre d'années là-bas, que vous avez passé sur place. Et puis, moi, je m'en suis beaucoup occupé avec le journal que nous publions depuis 1995, et qui, à l'époque, était plus ou moins centré sur les événements de la Yougoslavie. Alors, écoutez, moi j'y dis quelques mots pour introduire, continuer. Hein? Bien. En fait, je vous corrige un peu, je ne suis pas un spécialiste. En fait, je connais la Yougoslavie et ce qui s'est passé là-bas d'expérience. C'est une expérience que j'ai vécue en tant que directeur du Centre culturel français à Belgrade. Donc spécialiste, non, j'ai rencontré beaucoup de spécialistes de cette région. Et les spécialistes, je m'en méfie beaucoup parce que souvent ils se trompent, malgré leur spécialité. Ah oui. Et le fait aussi d'être témoin, comme je l'ai été, et acteur un peu, n'est pas non plus une garantie de vérité, puisqu'il y avait d'autres témoins que moi qui n'avaient pas du tout le même engagement que moi, ni les mêmes opinions que moi. Donc, ni témoin, oui, spécialiste, non, et j'en ai conçu quand même une certaine approche d'engagement à propos de ce qui s'est passé. Alors, si vous voulez, les raisons qui font que je peux, dans une certaine mesure, participer à ce débat, c'est que en 1949, il y a longtemps, j'ai été le premier journaliste à faire une interview de Tito quand il a rompu avec Moscou et avec le Cominform. Et à l'époque, j'ai fait un livre sur la Yougoslavie qui a eu l'honneur d'une longue préface de Jean-Paul Sartre. Mais quand ce livre a été publié, bien entendu à l'époque c'était donc les communistes yougoslaves qui étaient au pouvoir, et ils pratiquaient un peu la méthode communiste des compagnons d'hôtes, c'est-à-dire qu'ils m'ont immédiatement mis le grappin dessus en me demandant d'être président de l'association France-Yougoslavie, etc. Et moi à l'époque j'ai répondu non, j'ai dit moi j'ai agi comme un journaliste, j'ai fait mon métier de journaliste, qui est ma profession. Et puis, je ne suis pas spécialisé dans la Yougoslavie et j'ai complètement perdu de vue les événements de la Yougoslavie et tout le problème yougoslave. Le hasard a voulu que, je ne sais pas, 20 ou 25 ans après, j'ai épousé une Yougoslave. Le hasard ? Oui, ben je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée. Et donc, quand les événements ont commencé à se précipiter en Yougoslavie, étant donné que ma femme était originaire de ce pays, je me suis intéressé en tant que journaliste à ce qui s'y passait. Je dois préciser qu'à l'époque, ni elle ni moi n'avions la moindre idée des séparations entre les différents États qui ont survécu, enfin qui ont été générés par l'éclatement de la Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas aucune idée des Slovènes, des Bosniaques, des Serbes. Pour nous, c'était une Yougoslave. Et sa meilleure amie à l'époque était une Croate. Et la première conscience qu'elle et moi avons eue d'une différence quelconque, c'est quand cette amie croate, dans la conversation, a laissé échapper « vous et nous ». C'était en quelle année ? Donc ça, c'était ça devait être dans les années 90. Excusez-moi, là je vais vous interrompre parce que dans les années 70, il y a eu ce qu'on a appelé le printemps croate et le printemps des peuples. À l'époque, en 70, j'étais professeur à l'Alliance française de Paris. Et je donnais des cours du soir. Et il y avait des ouvriers yougoslaves dans mon cours. Et lorsque je les ai interrogés, comme je le faisais pour tous les étudiants, sur leur nationalité, leur nom, votre nom s'il vous plaît, votre prénom, nationalité, yougoslave, ils se sont tous levés. Ils m'ont dit non, croate. Donc il y a eu dès les années 70 le printemps des peuples. Vous vous souvenez de
En 68, ça a commencé en 68, bien sûr, avec la Tchécoslovaquie. Ce n'était pas là les peuples, et c'était une aspiration à la liberté. Mais cette aspiration à la liberté, dans la Yougoslavie de Tito, s'est manifestée par une aspiration à l'indépendance des peuples. Donc, je voulais quand même là corriger un peu. Pardon ? Ce ne sont pas des peuples. Ah, mais eux, en tout cas, considéraient qu'ils appartenaient non plus à la Yougoslavie, mais au peuple, dont ils étaient issus, soit croates, soit slovènes, surtout les croates et les slovènes à l'époque. Excusez-moi, je vous ai interrompu, donc je vous laisse la parole. Non, mais vous avez raison. Mais je ne pense pas que c'était un sentiment absolument général. C'était le sentiment de certains qui avaient un penchant indépendantiste. Mais, parce qu'il ne faut pas négliger le fait que la main de fer de Tito avait un peu homogénéisé tout ça, mais il a manqué, à mon avis, une ou deux générations, parce que ce genre d'unification ne se fait pas à l'échelle d'une vie humaine. Il faut plusieurs générations. Et je pense que l'unification de cette Yougoslavie aurait pu se faire, parce qu'après tout, il y a des grandes nations qui se sont constituées avec des peuples très, très différents, y compris la France, bien sûr. Bon. Mais il lui a manqué, il est mort trop tôt pour pouvoir le réussir. Et ses descendants, évidemment, comme les généraux d'Alexandre, ont commencé à se foutre sur la gueule. Tout à fait, mais Tito avait bien conscience de l'existence, de l'identité de ces peuples, puisqu'il avait un slogan et un principe qui était une Serbie faible pour une Yougoslavie forte. Il avait bien donc conscience... Oui, il avait créé une fédération, d'ailleurs. Absolument, absolument, avec une apparente liberté, mais sous la main de fer du communisme. En fait, je vois en fait que vous êtes beaucoup moins pro-Serbe, pro-Milosevic que nostalgique de la Yougoslavie, et là je peux vous comprendre. Je suis un peu nostalgique de la Yougoslavie. Et alors là on peut se rejoindre, ça, effectivement. Moi je pense qu'on a... Je suis comme Kusturica. Kusturica, oui. Enfin, Kusturica... nostalgique de la Yougoslavie. Je sais. Il l'a été, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais enfin... Je sais, mais les amis bosniaques de Sarajevo, les anciens amis de Kusturica, ont de Kusturica une opinion partagée. Ils disent qu'ils reconnaissent tous que c'est un immense artiste. Mais, pour le reste, ils en gardent une certaine rancune. Ils gardent à son égard une certaine rancune. Oui, c'est possible. Parce qu'il a pris parti pour l'armée serbo-bosniaque, qui était quand même commanditée, téléguidée, mais ça, tout le monde le sait, par Milosevic. Donc, en fait, vous êtes un Yougo-nostalgique, comme on dit. Oui. Et ça, je peux tout à fait comprendre. J'avais invité à l'époque Jean-Marie Doménac, qui aussi avait connu. Voilà, qui avait connu Tito. Tu as revu Esprit. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, qui avait été décoré par Tito. Et lorsqu'il est venu, au moment où la Yougoslavie éclatait, en 1991, en juin 1991, a eu du mal à comprendre ce qui se passait, tellement il était attaché à la Yougoslavie. D'autre part, beaucoup de gens ont été abusés, beaucoup de pro-yougoslaves sincères ont été abusés par Milosevic, qui a pris le masque yougoslave pour en fait sauver, garder les intérêts serbes d'abord. Et en fait, il y avait un masque yougoslave, mais derrière, c'était la Serbie qui voulait étendre son territoire. Car beaucoup de Serbes avaient compris bien avant, dès 1986-87, que la Yougoslavie allait peut-être éclater. Il y a un discours de Milosevic dans les années 80, 88 ou 89, qu'il dit oui, les frontières vont être modifiées, mais dans l'histoire, les frontières ont toujours été modifiées dans le sang. Il le dit. Il dit bon, je prends acte. Et en prenant acte, je vais commencer la guerre, je vais anticiper cette guerre. Voilà, donc, mon opinion, je vous l'ai dit d'ailleurs tout de go, c'est que Milosevic a trahi les intérêts du peuple serbe. Oui, mais vous ne tenez pas compte de son fameux discours là, qu'il a tenu au Kosovo, où il a fait l'éloge du pluralisme de la Yougoslavie en des termes vibrants. Mensonge. Effectivement, pour moi c'est un mensonge. Pour moi Milosevic est l'archétype de l'apparatchik stalinien
et pour qui il a chanté aussi le pluralisme au Kosovo. Regarde, il dit il n'y a pas. Il a fait l'éloge des minorités au Kosovo. Il dit mais il n'y a pas que des Albanais, il y a des Égyptiens, il y a des Syriens. Ouais. Mais c'était un peu n'importe quoi. Enfin, disons que Milosevic n'était pas crédible et c'était le roi du mensonge. Bon, avant d'en venir à Milosevic, dont on peut discuter longuement, moi je crois qu'il n'était ni un dictateur, ni un bandit, comme on le prétend. Une des dernières fois, quand il était au pouvoir, que j'ai été en Yougoslavie, je me souviens d'avoir interrogé longuement un kiosque à journaux pour savoir quelles étaient les publications qu'il vendait. Il y avait 21 publications anti-Milosevic et 3 publications gouvernementales. Et il n'a jamais demandé à dissoudre le Parlement ou à supprimer la Constitution. Enfin, il n'a jamais agi comme un dictateur qu'on prétend qu'il a été, à mon avis. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais quand même dire quelques mots sur l'éclatement de la Yougoslavie, puisque c'est un peu le thème de notre discussion. Je crois que la Yougoslavie a eu l'infortune d'être au point de convergence de 3 intérêts extrêmement puissants, et qu'elle gênait par sa présence. Il y avait les intérêts de l'Allemagne, qui avait bien envie de prendre sa revanche sur la guerre de 14-18, et qui trouvait que la Yougoslavie était un obstacle à la grande voie de communication unissant le nord de l'Europe avec la Méditerranée et le Proche-Orient, et avec ses anciens alliés historiques qui étaient les Turcs, enfin, etc. Bon. Donc la Yougoslavie était un obstacle. Elle était un obstacle également pour les États-Unis, qui considéraient d'un très mauvais œil un pays qui n'avait pas abjuré totalement le socialisme comme les autres pays du bloc de l'Est, quand le bloc stalinien s'est dissous. Donc le vieux fantôme du socialisme et du communisme, le fantôme rouge, existait toujours avec la Yougoslavie, qui était donc un obstacle qu'il était utile de supprimer. Et le troisième intérêt qui convergeait là-dessus était l'intérêt du Vatican, qui n'aimait pas du tout voir à côté de la Croatie catholique la Serbie orthodoxe représenter une certaine puissance. Alors, cette convergence de ces 3 puissances a fait qu'il y a eu une décision qui a été prise au début des années 90 de supprimer carrément la Yougoslavie, et qu'il y a eu une forte intervention extérieure qui a été la première d'ailleurs de toute une série, il ne faut pas oublier. C'est que depuis la politique d'intervention dans un État indépendant et de suppression de cet État indépendant s'est développée d'une manière fantastique dans le cadre de la stratégie impérialiste américaine. Vous manipulez ça beaucoup mieux. Alors, je connais cette thèse. Elle était répandue à Belgrade lorsque je m'y trouvais dans les années 90. On parlait d'un complot de l'Allemagne et du Vatican. Certains me disaient, vous ne trouvez pas étrange qu'au moment où l'Allemagne vient de se réunifier, la Yougoslavie éclate. Je connais aussi l'argument concernant le Vatican, pour la Croatie, etc. Mais vous dites qu'il y a eu une intervention extrêmement forte, qu'une décision a été prise. Mais par qui et quand et où ? En 1989, en 90, donc vous dites qu'une décision... Ah, lesquelles alors ? Ah ben là, il faudrait que je retrouve les documents. Là, je ne les ai pas... Et puis, vu mon âge, je n'ai pas la mémoire suffisamment précise des documents pour vous dire exactement lesquels, mais je les ai publiés. Ça, je pourrais vous retrouver les numéros de notre journal où nous avons publié. Et il y a d'ailleurs un livre très intéressant que je vous signale, qui vient de sortir. Attendez, je crois qu'il est dans
dans un des numéros de notre journal, mais qui vient d'être écrit par un de nos rédacteurs, d'ailleurs de notre comité de rédaction, qui est Gilles Troude. Et le livre s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, non, c'est pas ça. Ah, Mais donc, je peux pas vous... Il y a une coïncidence malheureuse, dans ce dernier numéro qu'on vient de sortir, ils ont substitué une page à une autre par une erreur informatique. Et cette page contient la critique qu'on a fait de ce livre de Gilles Troude, qui est un livre historique sur l'éclatement de la Yougoslavie. d'accord. Et Il qui y en a est eu très un certain intéressant. nombre. Hein. Oui, mais là, il cite un certain nombre de documents, qui sont des documents intéressants. Et, Américains ou... il y a des documents allemands, il y a des documents américains, parce que l'Allemagne a commencé à soutenir la Croatie d'abord, et a entraîné en quelque sorte les États-Unis dans l'histoire. Parce que la première sécession qui a été faite, ça a été la Slovénie. Oui, D'accord? oui, Bon, c'était la en juin Slovénie, 1990. voilà. La Slovénie, ça se 91, comprend pardon. assez. 91. Oui, ça se comprend assez parce que c'est un territoire qui a fait partie de l'Empire austro-hongrois, qui était peut-être un peu plus tourné vers la Mitteleuropa que vers les Balkans. Enfin, il y a des raisons assez compréhensibles pour la Slovénie. En plus, il y a une certaine homogénéité chez les Slovènes également. Du point de vue populaire, du point de vue tradition, du point de vue culture, etc., qui peut expliquer que on pouvait penser effectivement à la sécession. Mais après, quand il y a eu la Croatie, la première, enfin une des premières à reconnaître la Croatie a été l'Allemagne. Vous savez quand? Hein? Vous savez quand? Oui. C'était en janvier donc 1992. Nous avons à peu près reconnu en bloc. L'Allemagne avait dit dès novembre 1991, après la destruction de Vukovar, l'Allemagne elle a dit que de toute façon, elle reconnaîtrait quoi qu'il arrive. Mais elle a attendu que l'Union européenne reconnaisse en bloc. Nous avons reconnu dans la journée, alors il y a eu les Allemands, nous avons été les avant-derniers, avant les Grecs. Les Grecs ont fini par reconnaître. Mais certains disent que c'est la reconnaissance hâtive de la Croatie par l'Allemagne qui a provoqué la destruction de Vukovar. Or, Vukovar était en cendres que l'Allemagne n'avait pas du tout reconnu la Croatie. En l'occurrence, l'Allemagne a été borgne dans sa politique. Elle a été borgne parce qu'elle n'a vu que la Croatie et la Slovénie, effectivement, qui faisaient partie de sa sphère historique. Et il y a beaucoup de Croates aussi qui allaient travailler en Allemagne. Quant à nous, nous avons été aveugles. Aveugles. Nous avons refusé de voir les choses. Nous avons été pris par la vieille histoire anti-allemande. J'étais à l'époque, je fréquentais le Quai d'Orsay, puisque je travaillais pour le Quai d'Orsay à l'époque. Et j'ai trouvé chez beaucoup de diplomates des réflexes incroyables. Je pensais que nous étions dans une dynamique d'amitié entre l'Allemagne et la France, et je me suis rendu compte que les vieux fantômes ressurgissaient et qu'on répétait en France. Pas tout le monde, mais on répétait en France ce qui se disait à Belgrade dans la propagande. Parce que vous pensez qu'on n'a pas reconnu assez vite l'éclatement. Je pense qu'il fallait reconnaître toutes les républiques en même temps, sous condition d'une confédération. Mes amis slovènes, après la reconnaissance et l'indépendance, ont été très étonnés de l'obtenir aussi vite. En fait, s'il n'y avait pas eu Milošević, et si Milošević n'avait pas fait ce coup d'État interne au Parti communiste lorsqu'il a remplacé Stambolić, dont je rappelle quand même qu'il l'a fait assassiner et qu'on l'a retrouvé dans du ciment, M. Stambolić, qui était un Serbe. Et s'il n'y avait pas eu cela, je pense que la Yougoslavie n'aurait peut-être pas éclaté, et qu'on aurait une confédération très lâche, avec beaucoup plus d'égalité de rapport entre les Serbes et les autres. Parce que les Slovènes en avaient marre, ainsi que les Croates, de payer pour les Serbes. C'est égoïste, c'est peut-être égoïste, mais c'est comme ça, les peuples aussi ont des intérêts.
Donc, quant à ce complot du Vatican et des Américains et des Allemands, moi je pense que... Alors, si vraiment il y a eu complot, je pense que Milošević était dedans. Car il a tout fait pour que les Slovènes et les Croates et les autres s'en aillent. Tout le monde voulait partir. Comment ça se fait? Tout le monde voulait quitter les Serbes, en fait, qui n'avaient qu'une seule réaction, c'était la violence. Les Serbes ont choisi la violence. Or, ils se sont trompés d'époque. Nous étions en Europe. Et la violence n'était plus acceptable comme règlement des conflits. Voilà l'erreur. Milošević appartenait à une vieille génération, puis stalinienne, on réagit. C'est comme si Gorbatchev avait choisi la violence pour empêcher l'éclatement de l'URSS. Imaginez si Gorbatchev avait choisi la violence. Imaginez si Václav Havel, au moment de l'éclatement de la Tchécoslovaquie, avait choisi la violence. Non, Václav Havel, qui est un grand homme selon moi, a eu cette phrase merveilleuse concernant la séparation des Slovaques et des Tchèques. Il a dit « Je regrette ». Donc il était attaché à la Tchécoslovaquie. Mais je m'incline. Lorsque quelqu'un veut partir, il ne faut pas le retenir par la violence, c'est le meilleur moyen de le faire fuir. Stambolić et d'autres avaient les moyens de garder la Yougoslavie. Milošević a choisi la force et il a, selon moi, nui énormément aux intérêts de son peuple. Je vais vous dire, je suis en partie d'accord avec vous pour constater qu'il pouvait y avoir à l'époque des gens qui voulaient partir. Mais ce que je pense, c'est qu'on les a beaucoup encouragés. C'est ça le problème. C'est ça le problème. À mon avis, on les a beaucoup encouragés pour des raisons qui sont très faciles à analyser, que je résumais un petit peu tout à l'heure. Et ce qui me fait penser que l'intervention étrangère est vraie, c'est qu'elle s'est tellement de fois répétée depuis et perfectionnée depuis qu'il est tout à fait normal de considérer qu'elle pouvait prendre naissance avec cette histoire de la Yougoslavie. Ce n'est pas la première intervention, puisque la première intervention, c'est l'Irak, juste avant. Souvenez-vous, la guerre en Yougoslavie, enfin la Yougoslavie éclate juste après l'intervention occidentale en Irak. L'intervention occidentale en Irak, c'est fin janvier, début février 91. L'éclatement de la Yougoslavie, les premières déclarations d'indépendance, sont en juin 1991. La première intervention, ce n'est pas en Yougoslavie, c'est en Irak. Il n'y a pas eu d'intervention non plus. Oui, mais la première intervention en Irak, c'était pas l'intervention... Tempête du désert, je crois. Oui, mais c'était pas l'intervention essentielle qui a fait véritablement la guerre. Ça, c'était la première intervention. C'est ça. La première intervention, qui s'est arrêtée en cours de route, en fait. Qui s'est arrêtée aux frontières, au Irak. Oui, c'est cela. C'était Schwarzkopf. Qui était à propos du Koweït, en fait. Exactement. Oui, exactement. tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Mais, à mon avis, l'intervention importante est vraiment organisée et décidée à aller jusqu'au bout, a été celle qui a eu lieu avec la Yougoslavie. Écoutez, elle s'est accompagnée d'une extraordinaire propagande. Vous parlez de celle de 1999. L'intervention armée... Je parle du commencement de la guerre dans les Balkans. Oui. Donc, disons que c'est les années 1991. Oui, j'allais dire 12, 13, comme ça. 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à Dayton. Voilà. Et elle a été accompagnée par ce qui a été une des premières immenses campagnes de propagande organisées par des officines spécialisées et qui a été une diabolisation majuscule et gigantesque des Serbes. Bon, y compris par un personnage que je méprise profondément, qui est Bernard-Henri Lévy, et qui, dans un de ses livres qui s'appelle Le lys et la cendre, a consacré aux Serbes un paragraphe qui est exactement le vocabulaire d'Hitler avec les Juifs. Vous pouvez voir le passage que nous avons publié, qui est dans Le lys et la cendre, où il fait la description d'un Serbe qu'il prétend voir pour la première fois,
qui est le parallèle exact de la description d'un juif par Hitler dans Mein Kampf. Bon, moi je ne peux pas accepter ce genre de truc. Écoutez, Bon, alors attendez, cette campagne, une minute, je vous en prie. cette campagne de propagande est intéressante parce que en 1965, dans la baie du Tonkin, au moment de la guerre d'Indochine, il y a eu une fabrication totale qui a été prouvée depuis par le Pentagone et l'armée américaine d'une fausse attaque du Viet Minh de 2 navires de guerre américains. Ce qui a permis au président Johnson de convaincre le Congrès de déclarer la guerre et de commencer l'intervention en Indochine. Bon. Ça a été une fabrication totale. Bon, ça c'est disons, à une extrémité. À l'autre extrémité, il y a les campagnes de propagande extraordinaires qui ont été faites autour de Saddam Hussein, où on a prétendu qu'il avait acheté de l'uranium au Nigeria, où on a prétendu qu'il avait des armes de destruction massive qui n'ont jamais existé, enfin, etc. Bon, comment voulez-vous qu'entre les deux, la machine de propagande n'ait pas fonctionné aussi pour la Yougoslavie? Le siège de Sarajevo, oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a propagande dans certains conflits que toute information ou toute prise de position relève de la propagande. Bernard-Henri Lévy, non, mais là c'est organisé à une échelle extraordinaire. Bernard-Henri Lévy n'a pas du tout inventé le siège de Sarajevo. Sarajevo a été victime d'un siège. Oui, mais il l'a décrit d'une manière extrêmement partiale, injuste et menteuse. Le siège de Sarajevo? Ah oui, tout à fait. Écoutez, moi, vous êtes allé sans doute à Sarajevo, moi je suis allé juste après la guerre, parce que pendant le conflit, je ne pouvais pas aller en Bosnie, mais c'était quand même l'armée serbe qui se trouvait sur les collines de palais qui entouraient la ville de Sarajevo. Et ah mais bien sûr, le siège a existé. Le siège a existé. Il a été décrit d'une manière totalement tendancieuse et partielle. Jamais on n'a fait le moindre reportage du côté serbe pour avoir leur opinion, pour avoir leur version. Ah si, il me semble qu'il y a pas mal de choses qui sont passées à Palais. Il y a un mécanisme qui est d'une simplicité enfantine. Bon, on envoie 2 ou 3 coups, les soldats d'Izetbegovic tiraient 2 ou 3 coups de fusil contre les Serbes. Comme les militaires sont toujours des imbéciles et répondent toujours 10 fois plus qu'il n'est nécessaire à une provocation, les Serbes se mettaient à tirer au canon. Bon, mais ça c'est la provocation classique. Écoutez, alors justement, là, oui, pardon. Là, je pense que je voudrais vous éclairer sur quelque chose. Vous avez l'impression qu'il y a une propagande qui a été décidée à un très haut niveau et que Bernard-Henri Lévy en serait l'instrument. Ah, je ne suis pas le seul. Oui, il y a eu Finkielkraut aussi. Je ne suis pas le seul. Finkielkraut s'est signalé par un article ordurier dans Le Monde où il descendait le film de Kusturica, Underground, sans l'avoir vu, tout simplement parce qu'il avait été financé en partie par les Serbes. Bien. Mais moi, je trouve que de la part d'un intellectuel du calibre de Finkielkraut, c'est vraiment condamnable. Bon, mais alors selon vous, cette propagande donc relayée par Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, oui. serait le fait cette bande de petits intellectuels parisiens qui ont... Ils auraient été commandités ou... Selon vous? Oh, pas forcément, non, ça peut être leur opinion. Je les accuse pas d'être stipendiés ou d'être vendus, Ah, etc. d'accord. Donc ça ne vient pas d'un complot plus général? Non, mais oui, ils participent consciemment ou inconsciemment à quelque chose qui avait été organisé à un plus haut niveau. Ah. N'oubliez pas que les Croates ont fait appel à des grosses boîtes de relations publiques américaines, comme Rudderfin, qu'ils ont payé des millions pour leur propagande. Oui, de l'autre côté, il y avait aussi pas mal de propagande, les propagandes contre propagande, mais je vais vous dire, alors moi je me sens... Les Serbes ont toujours été complètement incapables de faire une propagande intelligente. Alors ça, il la croyait intelligente. Parce que je me suis souvent avec eux, mais ils étaient complètement incapables de le faire. Milosevic a totalement sous-estimé le rôle de la presse. Il ne s'en est jamais servi. Ben, je vais vous dire, alors moi je me sens coupable parce que c'est moi qui ai invité Alain Finkielkraut à Belgrade. C'est moi qui ai
invité Pascal Bruckner à Belgrade. C'est moi qui étais en relation avec André Glucksmann et d'autres. Donc on pourrait me soupçonner d'être... Ou alors j'ai été manipulé sans le savoir. Je vais vous dire, moi j'étais proche de l'opposition à Belgrade. J'ai soutenu, parce que mon devoir c'était de... Comment dire, j'avais un devoir de solidarité avec les Serbes. Et dès le départ, je pensais que Milošević entraînait son peuple dans la catastrophe. Et donc j'ai soutenu Drašković, Ivan Đurić, qui étaient les deux candidats aux élections présidentielles contre Milošević en 1990. Oui, mais vous avez soutenu, en invitant ces intellectuels parisiens, Oui. vous avez soutenu ceux qui déblatéraient contre les Serbes du matin jusqu'au soir d'une manière épouvantable. Contre les Serbes en général. S'ils Pas ont les déblatéré Serbes de contre les Milošević. Serbes en général, ils avaient tort. Et je pense ils que... l'ont fait. Non, par exemple, André Glucksmann, je sais bien que pour lui, comme pour moi, c'était pas les Serbes en Lui, général. il n'arrête pas de déblatérer contre n'importe qui. Alors, Non, vraiment, c'est le- non, je suis pas d'accord Pour moi, avec ce vous sont des là-dessus. gens qui ne représentent pas en aucune façon l'intelligence ou la pensée honnête. Alors, en aucune façon. Ah ben, je ne partage pas votre avis. Non, ça, je- Ce sont des intellectuels que j'estime. Bon, pour Bernard-Henri Lévy, lorsqu'il y avait le conflit contre la Croatie. Non, mais, Attendez, d'abord il y a eu le conflit contre la Croatie. Et en France, il y a eu un grand colloque à Paris qui s'appelait l'Europe ou les tribus, qui était soutenu par François Mitterrand, par Robert Badinter. N'oubliez pas que Finkielkraut a été décoré par Tudjman. Je le sais. Je le sais. Tudjman qui proclamait à tout le monde « Heureusement que j'ai une femme qui n'est ni serbe ni juive ». Comment vous parlez de... Tudjman Oui. a déclaré publiquement « Je Ah me oui, oui, je félicite sais, de je ne sais. pas avoir une Ah, femme je sais serbe que ou Tudjman juive. n'était pas un personnage très recommandant, mais vous savez. Bernard Lévy a promené dans tout Paris, a amené chez Mitterrand Izetbegovic, Oui, un militant musulman actif. oui, mais qui était à ce moment-là victime de l'agression serbe. Ce n'est pas parce que la victime n'est pas très recommandable qu'il ne faut pas s'attaquer au bourreau. Imaginez que dans la rue, Les Serbes vous n'ont jamais assistez... attaqué personne. Ah bon? Mais ils n'ont jamais envahi de territoire, ils n'ont jamais attaqué personne. Ah bon? En Croatie, non. Vukovar, alors, c'est quoi? Mais ils ont fait la guerre. Ah, Mais bah alors- ils n'ont pas envahi de territoire. Ah ben, Et ils ont- qui a commencé la guerre? C'est pas les Serbes. Ah bon, c'est qui? Eh ben, c'est un mariage, je vous signale, où les Croates ont tué les mariés, qui a été l'incident qui a provoqué l'intervention Ah, c'est ça que de vous dites. l'armée fédérale. Ah, moi, je pense que c'était les 14 policiers croates qui ont été tués par des Serbes. Ah ben non. Ah bon? Alors là, vous êtes mal informé. là. Ou alors c'est vous qui êtes... On n'a pas les mêmes informations. C'est information contre information. Moi, je pense au contraire. Écoutez, les Croates n'avaient pas d'armée. Les Croates n'avaient pas d'armée. L'armée yougoslave était aux mains des Serbes. En mars, je reviens alors, faisons un peu d'histoire politique. En mars 1991, C'était pas une action de l'armée, c'était une action pratiquement individuelle, qui était un... contre les 14 policiers Non, croates, contre le mariage où tous les mariés ont été tués, etc. Bon, c'était pas une intervention militaire Bon. organisée. alors on revient en mars 91. Mars 91, présidence tournante, comme Tito l'avait organisé, et c'est M. Mesić qui doit remplacer le président précédent. Hein, c'est une présidence tournante, il y a tous les ans, on change de président. Coup d'État en mars 91. Coup d'État, on refuse à Mesić de prendre la présidence de la Fédération yougoslave. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, moi j'étais à Belgrade à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai compris que la Serbie allait tout perdre. Parce que c'était un coup d'État contre le fonctionnement de la fédération. Les autres en ont pris acte, et c'est 3 mois plus tard que les déclarations d'indépendance ont eu lieu. Je ne dis pas, parce que je ne dis pas que la Slovénie, la Croatie n'allaient pas de toute façon déclarer leurs indépendances. La Slovénie, vous l'avez dit, qui depuis longtemps en avait assez de cette fédération. Et la Croatie, avec un président comme Tudjman, qui n'était pas effectivement un président comme on aurait aimé en Europe occidentale, mais c'était comme ça. Exactement. Non, mais évidemment, on aurait préféré quelqu'un comme Izetbegovic, c'est pareil, on aurait bien voulu quelqu'un qui soit non musulman, on aurait préféré Silajdžić, qui était un musulman laïque, hein, disons.
absolument, mais laïque. Mais bon, c'était lui qui a eu le pouvoir. Hein. Mais simplement, l'agression, elle a été du fait de l'armée serbo-yougoslave. C'est comme cela. Dans cette histoire, il y a eu un agresseur et un agressé. Moi, elle s'est défendue comme n'importe quel gouvernement défendrait son territoire. Enfin, supposer que demain il y ait, je ne sais pas quoi, une sécession de la Corse, vous croyez que le gouvernement parisien ne va pas essayer de défendre le territoire qui lui appartient ou qui appartient à la France? Alors, je vais vous dire, sécession de la Corse, si on emploie la violence, c'est terminé, la Corse ne sera plus jamais avec nous. Et je serai le premier, d'ailleurs, à réclamer l'indépendance de la Corse. Mais non, mais à l'époque, enfin souvenez-vous, oui. On a bloqué tous les postes frontières de l'armée fédérale, on a immobilisé l'armée fédérale, on l'a attaqué de tous les... C'est pas la Serbie qui a déclenché la guerre, c'est pas vrai. Ah. Ça n'est pas vrai. Mais l'armée fédérale... La Yougoslavie s'est défendue contre des sécessions militaires organisées, violentes, qui étaient le devoir du chef de l'État. Qui était le chef de l'État à l'époque? À l'époque, oui. À quelle époque C'est à l'époque des sécessions. Eh bien, c'était le président Jović, monsieur Jović, un Serbe, qui avait pris d'une manière indue la tête de la fédération à la place de Mesić. Écoutez, il y a eu un coup d'État des Serbes, et d'ailleurs l'armée yougoslave s'est sentie piégée et manipulée par les Serbes. Certains dans l'armée yougoslave au départ, dans l'armée fédérale, étaient tout à fait de bonne foi. L'amiral était slovène, l'amiral de l'armée fédérale. Donc il y avait encore effectivement des Slovènes et des Croates qui participaient à l'armée fédérale. Mais très vite, ils se sont rendus compte que derrière, sous le masque de l'armée fédérale, c'était la Serbie qui manipulait tout. Et en fait, si on ne comprend pas que Milošević s'est servi de la Yougoslavie comme un masque pour faire croire à sa vertu, pour faire croire en fait qu'il voulait sauver la fédération, si on ne comprend pas ça, je pense qu'on se trompe. Milošević voulait vraiment sauver la fédération. Il a toujours été contre la Grande Serbie. Il s'est battu avec Šešelj à cause de ça. Šešelj était pour, effectivement, la Grande Serbie. Milošević l'a toujours contredit et a toujours dit qu'il n'était pas d'accord avec ça. Alors je ne vois pas pourquoi vous le soupçonnez particulièrement d'avoir entrepris ce genre d'aventure. C'est pas vrai. Alors moi, je ne crois pas du tout, contrairement à vous. Alors là on est en vrai désaccord. Je pense que son désaccord avec Šešelj était de pure forme. Il s'est quand même servi d'Arkan. Souvenez-vous de ce monsieur Arkan et des milices serbes qui est extrêmement violente. Oui, mais vous... Et je pense que le désaccord entre Milošević et Šešelj n'était qu'apparence. Et qu'il avait compris, là, il avait eu l'intelligence, Milošević, de comprendre que la Yougoslavie était terminée. Il a même devancé cela. Je vous renvoie à un texte fondamental pour la compréhension de ce qui s'est passé, c'est le mémorandum de l'Académie serbe. C'est un texte fondateur qui est sorti en 1986. Oui, par exemple. Exactement. Le mémorandum ne dit jamais ce qu'on prétend lui faire dire. C'est pas vrai. Je ne sais pas ce qu'il prétend lui faire dire. Alors, ce mémorandum dit en quelque sorte qu'il parle du Kosovo aussi beaucoup. Oui. Et là, ce mémorandum, dans ce mémorandum, il y a un point très important, c'est le Kosovo. Et les académiciens, en fait, s'inquiètent du fait que le Kosovo est en train d'être perdu par la Serbie en raison de la démographie. Et en raison aussi du fait que, malgré les incitations financières du gouvernement serbe pour inviter les fonctionnaires à se rendre au Kosovo, et d'autres, des médecins, bien ils refusent. Les Serbes ne vont plus au Kosovo, et les Serbes désertent le Kosovo. Et le mémorandum, entre autres, s'inquiète d'une possible séparation du Kosovo. Et c'est le fondement de leur inquiétude que je peux comprendre. Ben, ça paraît assez normal. Parce que c'est leur berceau, et c'est leur berceau. Ben oui. Mais vous savez, quand on me disait c'est notre berceau, et je disais attention, que ce ne devienne pas votre tombeau. Parce qu'ils avaient une manière d'appréhender les problèmes qui était une manière, je crois, hystérisée et violente. Et c'est parce qu'il y a eu cette manière que la Serbie a perdu la partie. Mais pourquoi une manière hystérisée et violente? Ils avaient institué des
des organismes doubles, le double langage, une éducation en albanais, des écoles en albanais que les Albanais ont toujours boycottées d'ailleurs, dans lesquelles ils n'ont jamais voulu aller, mais tous les efforts d'arrangement serbo-albanais ont échoué par la mauvaise volonté des Albanais, qui ne voulaient pas en entendre parler. Juste, Louis Delmas a pas mal de retard, donc... Hein? Qui a du retard? Toi. Ah bon? Donc vas-y, tu peux continuer. Bon. Non mais, de toute façon, sur cette période-là, je regrette qu'il n'y ait pas avec nous un de nos collaborateurs qui est un excellent historien et qui connaît très bien cette période, parce que vous la connaissez certainement mieux que moi, dans ses détails. Parce que c'est pas tellement cet aspect-là que moi j'ai étudié. Moi j'ai étudié plutôt l'aspect international, où là je crois que vous négligez beaucoup la pression étrangère et les interventions étrangères, qui sont explicables par un certain nombre de raisons précises et qui se sont répétées en se perfectionnant depuis. Il ne faut pas oublier quand même que l'organisation extraordinaire de toutes les interventions préparées, organisées et financées par les États-Unis dans différents pays du monde. Je ne veux même pas parler de l'Amérique latine où il y a eu le plan Condor, l'école des Amériques, il y a eu la formation de tous les dictateurs sud-américains les uns après les autres, l'assassinat d'Allende, les putschs contre Chavez, les interventions en Bolivie, les dictateurs en Argentine, au Paraguay, enfin, etc. Ça n'arrête pas. Bon, ajoutons à ça les guerres qui se sont succédées depuis, les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, enfin, etc. Il y a une longue tradition qui se perfectionne de jour en jour de l'impérialisme américain. Et il avait des raisons d'intervenir et de faire éclater cette Yougoslavie qui le gênait, en quelque sorte, sur cette grande voie de communication entre l'Europe du Nord, la Méditerranée et le Proche-Orient, qui est très important. Et il y avait des raisons de faire éclater cette Yougoslavie qui, ça ne plaisait pas à tout le monde. Il y a des gens à qui ça ne plaisait pas, et puis il fallait supprimer ça. Et il y a des traces, des décisions et des discussions à propos de cet éclatement de la Yougoslavie qui remontent à la fin des années 1980. Il y a des traces de ça, il y a des documents. Moi j'en ai publié quelques-uns, et il y en a d'autres qui figurent dans des livres. Mais ça a été suivi par une campagne qui a duré plus d'une décennie, d'une diabolisation des Serbes, d'une férocité et d'une force extraordinaire et d'une partialité extraordinaire, et qui a été propagée par des gens comme ce petit groupe d'intellos parisiens, et qui a toujours écrit avec une mauvaise foi totale et qui n'a jamais rendu compte des événements dans leur réalité. C'est ça qui me... Bon. Je ne sais pas, dans votre avis, j'aimerais quand même ajouter un élément, parce que des documents, des discussions, je crois beaucoup plus à l'amateurisme de la communauté internationale, que vous avez l'air de croire qu'il y a des choses comme ça qui se préparent, qui sont décidées, et qui s'enclenchent d'une façon mécanique, avec une espèce de clarté d'appréciation de la situation. Je ne suis pas du tout complotiste, ni conspirationniste. J'entends bien, mais moi je ne crois pas du tout. Je crois beaucoup plus à l'improvisation et à l'amateurisme, en l'occurrence, surtout en ce qui concerne la Yougoslavie. Je pense que, d'abord, les États-Unis, eux, avaient une ligne rouge. Ils l'avaient dit depuis le début. La ligne rouge, c'était le Kosovo. Jusqu'au Kosovo, ils pensaient que c'était une affaire européenne. D'ailleurs, les plus actifs en Bosnie ont été les Français et les Anglais. Et en fait, ça a abouti aux accords de Dayton, qui effectivement ont été conclus aux États-Unis. Mais c'est Clinton qui avait dit, enfin son administration, que la ligne rouge c'était le Kosovo. Pourquoi? Je pense qu'on peut imaginer que c'est à cause des relations Grèce-Turquie, car effectivement, une guerre au Kosovo pouvait entraîner un conflit, éventuellement, entre la Grèce et la Turquie. Donc là, effectivement, il y avait les intérêts américains qui étaient en jeu.
Mais quant à penser que la Yougoslavie aurait pu gêner, moi je pense qu'une Yougoslavie démocratique aurait arrangé tout le monde. Il n'aurait gêné personne. Vous dites beaucoup de mal de Milošević. Oui. Il ne faut pas oublier que Milošević a signé toutes les propositions internationales qui lui ont été faites de rétablir la paix dans les Balkans. Toutes, de A jusqu'à Z. Je peux vous donner la liste et les dates. Il a même convaincu Karadzic, à un moment donné, je ne me souviens plus quelle était la proposition, mais il a obligé Karadzic à l'accepter avec lui. Donc on ne peut pas dire que c'est un fauteur de guerre, c'est idiot. Comment dire? Si, mais simplement, pour moi, c'était un habile tacticien, un très mauvais stratège, parce qu'effectivement, il a raté, il a échoué. Mais sur le plan tactique, il était excellent. Oui, mais il a fait venir monsieur... comment s'appelait ce négociateur américain? Excuse-moi, son nom m'échappe. Je pense qu'il y a un document assez extraordinaire que je conseille, en fait, à ceux qui s'intéressent à cette région de revoir. C'est Vie et mort d'une nation, ça a été fait par la BBC. Et on voit Milošević par la BBC. Ah oui. Oui. Et on voit Milošević parler avec satisfaction. Il a l'air très content de lui-même, des ruses qu'il a utilisées. Il avait envie, en fait, d'avoir le plus possible de territoire en Bosnie. Il a réussi à avoir 49% pour la Republika Srpska. Alors qu'effectivement, il en dominait à peu près plus des 2 tiers. Hein. Il avait 2 tiers du territoire. Et, aux accords de Dayton, il a réussi à négocier le 49% du territoire. Et effectivement, on se retrouve avec les accords de Dayton, avec une Bosnie très peu viable. Hein. Très peu viable. Oui. À chaque fois que Milošević fait quelque chose de bien, vous dites que c'est de la tactique ou du mensonge. Alors il faut quand même tenir compte de ce qu'il dit des deux côtés. Quand il dit quelque chose qui ne vous plaît pas, bon, vous l'accusez, mais quand il dit quelque chose qui pourrait vous plaire, vous dites il ment. Alors, Milošević n'avait... Non mais, tant que Milošević était là... À juger de Milošević pendant son procès à La Haye, où il a totalement ridiculisé l'accusation de A jusqu'à Z, mais dans des proportions inimaginables, parce que ça les médias n'en parlent pas, la presse n'en parle pas. Quand il y a par exemple comment il s'appelle, le Gauleiter de la Bosnie anglais, qui s'appelle Ashcroft, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom, bon, qui a témoigné 2 fois en disant « Moi j'ai vu incendier un village par les Serbes, etc., de mes propres yeux. » Il a témoigné de ça au tribunal, c'est inscrit dans les procès-verbaux. Et Milošević a pris une carte et a fait remarquer entre l'endroit où vous avez affirmé être, il y a une montagne, donc c'était difficile de voir incendier le village de l'autre côté. Et il y a un certain nombre de témoignages comme ceux-là qui ont été réfutés d'une manière absolument burlesque par Milošević, qui s'est conduit non seulement en grand avocat personnel, parce qu'il s'est défendu lui-même, mais même dans sa déclaration qui a ouvert son procès, qui a duré pendant 2 jours, et dont nous avons publié le texte, s'est montré un grand homme d'État. Enfin, moi c'est mon avis, c'est intéressant de lire son discours, dont nous avons fait un petit livre, malheureusement, qui est épuisé, là je ne peux pas vous en donner un exemplaire, mais nous l'avons publié, c'est un discours remarquable, qui n'est pas un discours comment dirais-je, de défense personnelle, de justification de ses actions personnelles, qui est un discours de politique générale, qui explique de manière tout à fait remarquable comment la Yougoslavie s'est défaite et pourquoi, enfin, etc. Et d'une manière qui est tout à fait remarquable. Mais là, vous allez dire que c'est de la tactique et que c'est du mensonge, etc. Ah ben oui, non. Non, on ne pourra pas être d'accord sur ce sujet. Non, on ne pourrait pas me réconcilier avec la mémoire de Milošević. Nous n'allons certainement pas être d'accord non plus sur Srebrenica et sur Mladić. À savoir
Je suppose que vous allez me dire que 8000 musulmans ont été massacrés par Mladic, ce qui est un mensonge total de A jusqu'à Z, qui a été repris par toute la presse internationale. Il y en a eu combien? Hein? Il y en a eu combien, à votre avis? Un peu plus de 2000. Ah, un peu plus de 2000. Il y a un chiffre exact qui a été donné par un certain nombre de recherches précises, mais 2000 morts, pas exécutés. Je dis morts aussi bien musulmans que serbes. Vous savez, le comptage des morts, non, moi, j'en étais aux chiffres de entre 6 et 8000. Vous me dites qu'il y en a eu 2000 qui n'ont pas été exécutés, donc il ne s'est pas passé grand-chose, donc selon vous, à Srebrenica. Et il s'est passé beaucoup de combats. Il s'est passé beaucoup de combats, bien sûr. Mais il y a eu au moins 3 éléments qui se sont conjugués. Il y a une partie des musulmans qui se sont battus entre eux. Pas oublier ça. Parce que Nasserovic avait foutu le camp de la garnison de Srebrenica avant que les Serbes n'arrivent. Ça, c'est vrai. Il y avait une partie des musulmans qui voulaient continuer à s'abattre et l'autre qui voulait foutre le camp. Et vous pensez qu'ils se sont tués, entretués? C'est un fait. Il y en a. Non mais attendez, je dis il y a 3 éléments. Il y a eu des batailles entre les musulmans. Il y a eu une sortie d'une partie de la division, parce qu'il ne faut pas oublier que Srebrenica, qui était un endroit garanti sans troupes par les Nations Unies, avait une très forte garnison militaire. Et que Nasserovic, pendant 3 ans, a pillé tous les villages serbes environnants en les incendiant, en tuant tout le monde, etc. Ça ne faut pas l'oublier, qu'il a montré lui-même à des journalistes américains et anglais les vidéos qu'il avait prises de ces exécutions. Tout ça, ça existe, ce sont des faits, ça, ce sont des preuves matérielles. Bon. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une partie de la garnison de Srebrenica qui a voulu percer les lignes serbes et qui sont tombés dans des embuscades dans la forêt qui entourait Srebrenica avant d'arriver à Tuzla, et qu'il y en a eu beaucoup qui ont été tués, des Serbes aussi d'ailleurs. Et le troisième élément, c'est qu'il y a un certain nombre de survivants des villages qui avaient été pillés et incendiés par Nasserovic, qui ont reconnu parmi les prisonniers faits par les Serbes des gens qui avaient attaqué leur village, et il y a eu des règlements de compte et des massacres personnels. Ça, c'est certain. Il y a eu des règlements de compte et des assassinats de prisonniers. Mais ce ne sont pas des ordres qui ont été donnés par Mladic. Vous vous souvenez de Mladic séparant les femmes et les sûr, enfants, les hommes, les faisant monter, sûr. Menaçant même le général hollandais aussi. Vous vous souvenez de cette Bien scène sûr, assez extraordinaire où Mladic menace le général de l'ONU. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il avait dit que tous les hommes qui rendaient leurs armes étaient libérés. Ah, là, à l'époque, personne n'a été libéré. Ah ben, ils n'ont pas Semble-t-il. rendu leurs armes. Bon. Mais personne n'a été massacré sur des ordres. Il n'y a pas eu d'exécution, les mains dans le dos. Si, je vous dis, il y a eu des exécutions par des règlements de compte. Mais ce n'est pas des règlements de compte officiels commandés par Mladic sous la forme espèce, je ne sais pas, fantasmatique d'un génocide. Mais enfin, c'est complètement débile, un génocide. Un génocide, c'est tuer toute une population. C'est pas épargner les femmes et les enfants. On va pas là jouer sur les mots, parce qu'effectivement, je partage avec vous... oui, mais ce sont des mots utilisés par le tribunal. Oui, je sais, mais ce n'est pas parce que le tribunal, à mon avis, est excessif, dans ses dénominations, ou génocide pour des milliers de personnes, ça n'a pas de sens. Le mot n'a pas de sens. Le tribunal, c'est simplement un instrument de justification de la guerre. Non, mais d'autre part, mais je ne peux pas vous suivre sur Srebrenica, je ne peux pas. Ça, je ne le peux pas. Non. Je ne peux pas vous suivre non plus sur Milosevic, qui a été pour moi la plus grande catastrophe qui soit arrivée au peuple serbe. Mais le peuple serbe l'a voulu, puisque le peuple serbe a voté pour lui. Mais vous pensez que Mladic est un barbare, Je pense que c'est un homme d'un autre temps. Je pense que... Vous savez qu'il était très, très admiré par ses pairs généraux. Oui, tous. certainement. Même certains généraux occidentaux avaient une certaine admiration, mais comment
pour Mladic, ça je le sais aussi, mais ça ne justifie pas. On peut avoir de l'admiration pour un général. Nous avons sur le publié plan aussi militaire. un livre sur lui qui est très intéressant. Mais Mladic a été l'instrument en fait, d'une politique erronée et qui a non seulement conduit le peuple serbe comment dire, dans l'errance, mais aussi le peuple serbe a été sali, parce que le peuple serbe avait une belle réputation dans l'histoire. Et là, il a été sali par un apparatchik communiste et par des sbires autour de lui. Vous pensez que le peuple serbe n'a pas été victime d'une campagne de diabolisation? Non, le peuple serbe a été victime de Milosevic et de lui-même aussi, puisque, effectivement, lorsque vous avez 1,5 million de personnes qui, en 1989, se rendent à Kosovo-Polier, vous vous rendez compte? Enfin, imaginons si c'est 8 ou 9 millions de Français qui se rendent à Orléans. Oui. Donc là, comme l'a dit, je pense, une sociologue, ethnologue serbe, un peuple est monté au ciel, là. Le peuple, on peut hystériser un peuple, et je pense que Milosevic l'a fait. Vous avez lu le discours? Oui, je l'ai lu. Il est remarquable, son discours. Moi, je le trouve inquiétant. Et d'autre part, 2 ans auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des Serbes qui s'étaient, paraît-il, fait battre par des Kosovars. Or, c'était un coup monté. Ça a été avoué par la suite par... donc, il y a toute une stratégie du pouvoir serbe, Milosevic, Jovic qui était le président non légitime de la fédération serbe au moment de déclaration d'indépendance et du commencement de la guerre. Donc il y a eu une instrumentalisation et, qui a conduit, je le répète, le peuple serbe dans l'impasse. Moi je dis ça en mémoire en fait des opposants serbes. Ivan Juric et Drašković n'étaient pas du tout sur la même ligne. Ils pensaient qu'il y a eu quand même une organisation internationale anti-serbe. Je ne le crois pas du tout, pas un seul instant. Je ne le crois pas. Écoutez, quand on détruit il y a eu des aveux officiels. Vous vous souvenez peut-être du plan fer à cheval? Oui, j'ai entendu parler de ça. Bon, oui. Le plan fer à cheval qui a été inventé de toutes pièces en Bulgarie et qui a été utilisé par les Allemands pour de nouveau faire une propagande anti-serbe. Bon, vous vous souvenez quand même de l'histoire de Ratchak, qui a été entièrement mis en scène de A jusqu'à Z. Ratchak, rappelez-moi. C'est un village où, soi-disant, les Serbes ont massacré, je crois, une quarantaine de prisonniers, etc. Bon, il a été prouvé par des vidéos, par les témoins sur place, etc., que ça avait été entièrement mis en scène par les Albanais, mais il ne faut pas oublier que c'est ce qui a été le prétexte au bombardement de la Serbie. Ça a été l'incident de Ratchak qui a été utilisé comme prétexte du bombardement de la Serbie, entièrement mis en scène de A jusqu'à Z. Non, il ne faut pas oublier ces choses-là. Et le fait... Vous imputez toute la culpabilité à Milosevic, mais... Principal, bien entendu. Oui. Moi, je ne sais pas. Moi, il me semble que la culpabilité principale, c'est les gens qui ont voulu détruire la Yougoslavie. Mais qui a voulu détruire la Yougoslavie? Mais je vous ai dit. Mais je ne crois pas du tout. Ils avaient des raisons. Les Allemands, les Américains, le Vatican, il y a beaucoup de monde qui voulait détruire la Yougoslavie. Mais moi, je pense que c'est ils l'ont dit. Non. Si, ils l'ont dit. Non, mais je pense que ça, c'est la thèse du complot. Non, parce que il semblait dire qu'il y a un complot qui visait à détruire la Yougoslavie. C'est pas un complot, c'est une décision qui a été discutée et prise dans les années précédant la guerre. Mais ça, je ne sais pas, mais je vais vous faire une bibliographie des livres qui ont été publiés sur le sujet aux États-Unis d'ailleurs. C'est pas des livres de chez nous, c'est pas des livres de gens qui prennent la défense aveuglément des Serbes, etc. Mais il y a des quantités de livres qui ont été publiés sur... Ça m'ennuie d'être en désaccord avec vous parce que vous avez l'air de bonne foi. Mais je veux dire qu'il y a des tas de livres qui disent le contraire. Donc je pense que la destruction de la Yougoslavie est imputable d'abord aux Yougoslaves eux-mêmes. Les livres d'un fou furieux comme Paul Gard, par exemple, ou des gens comme ça.
Mais vous Pourquoi pouvez le traitez croire. de Vous l'avez fou vu, furieux? Paul Garde? Bien sûr, je l'ai vu. Vous l'avez vu hystérisé en public? Mais c'est un malade Ah, mental. vous le trouvez hystérisé? Mais c'est un malade. Mais je l'ai vu, moi. Ben, moi aussi, je l'ai vu. Je J'ai l'ai assisté à rencontré une Paul réunion Garde. publique où il a commencé à faire la danse de Saint-Guy dans un état d'hystérie totale. Mais je ne sais pas, mais c'est un malade mental. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai toujours eu l'impression d'un homme normal. Ah bah écoutez, je sais pas, moi On n'a pas eu je l'ai vu d'appréciation. autrement. Alors, Oui, celui qui a écrit donc Vie et mort de la Yougoslavie. Effectivement, oui. c'est n'importe quoi. Ah bon, j'ai trouvé que ce livre était bien écrit, bien documenté et plutôt crédible. Donc vous voyez, on n'est pas du tout d'accord. On n'a pas les mêmes lectures et les mêmes Écoutez, sources. Mais on peut on peut-être ne pourra terminer pas- là-dessus. Oui, non on ne pourra pas se Hein mettre d'accord. Ça, c'est... Ça me paraît bien. euh, Vous voulez peut-être conclure en quelques minutes chacun, parce que vous êtes à peu près au même temps de parole. Ben, je vous en prie après. Ben, écoutez, moi, la seule conclusion que j'ai, bon, on peut bien sûr ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de preuves matérielles, de documents, de témoignages, dont nous avons publié certains d'ailleurs, qui montrent qu'il y a eu une intervention internationale importante dans l'éclatement de la Yougoslavie. Et je pense que vous sous-estimez cette intervention qui a été prouvée par les événements qui ont suivi dans beaucoup d'autres pays. Voilà, moi c'est ça que je trouve... vous sous-estimez, si vous voulez, le rôle de l'impérialisme américain dans cette politique d'ingérence et d'intervention. Enfin, les conséquences sont, à mon avis, dramatiques. Enfin, non seulement la Yougoslavie a été foutue en l'air, bon, mais il y a un certain nombre d'autres pays aux alentours qui ont été ravagés par des bombardements à l'uranium appauvri, n'oubliez pas. Donc la pollution d'un certain nombre de territoires pour des centaines d'années, non seulement en Serbie, où il subsiste encore des bombes à fragmentation, des munitions à l'uranium appauvri, et des territoires où on donne les instructions aux troupes d'occupation américaines de ne pas entrer parce qu'ils sont pollués. Ce sont des instructions militaires officielles. Et, bon, ne parlons pas des autres pays où on a semé le chaos, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, où une guerre totalement inutile coûte la vie à des soldats français qui se trouvent là-bas, on ne sait pas pourquoi, qui est vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Et on a l'hypocrisie de pleurer sur leur sort alors qu'on les a envoyés se faire tuer pour rien. Bon, je ne parle pas de la Libye, qui était un pays prospère, un des plus riches de l'Afrique, qui a été transformé dans un chaos total. Bon, c'est un peu toute cette partie-là que je trouve que vous sous-estimez et que je voudrais dire en conclusion. Voilà. Bon, moi je n'irai pas aussi loin, je n'ai pas cette vision systématique, un peu systémique des relations internationales et des relations entre ce qui s'est passé en Yougoslavie, en Libye, en Irak. Je ne fais pas ce lien. Mais ça se tient. Non, je pense que ça se tient. C'est vous qui le faites tenir. Moi, je ne pense pas que ça se tienne. Et je pense que l'attitude de la communauté internationale, comme on dit, comme elle existe sur le papier, hein, dans la réalité, cette communauté a bien des trous. Enfin, je pense que l'attitude de cette communauté a été erratique, très peu intelligente. Elle a mis beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passait. Ça a été davantage une politique de non-intervention qu'une politique d'intervention, puisqu'au bout du compte, pour calmer un peu les choses, on a envoyé des casques bleus, de malheureux casques bleus en Yougoslavie, alors que lorsqu'on envoie des soldats, c'est pas pour faire une paix qui n'existe pas, pour maintenir une paix qui n'existe pas. Donc je crois beaucoup plus à l'imperfection de l'intelligence humaine, aux à peu près, aux approximations. Et s'il y a des responsables de l'éclatement de la Yougoslavie, ce sont d'abord les Yougoslaves eux-mêmes,
Et d'ailleurs, s'ils veulent un jour se rapprocher, ben, c'est à eux de le faire. C'est à eux de se prendre en main. Et je ne peux pas partager cette vision, celle que vous avez d'une espèce de surplomb international qui tirerait les ficelles, où les Yougoslaves auraient été des marionnettes. Je ne le crois pas. Je crois qu'ils ont fait, ils sont responsables de leurs actes, hein, y compris les Slovènes, les Croates, les Macédoniens, les Monténégrins, les Serbes. Et je crois que les responsabilités sont d'abord du côté de ceux qui avaient la force là-bas. Et ceux qui avaient la force, ben, c'était les Serbes, qui étaient beaucoup plus forts que les autres. Mais vous pensez que l'Irak s'est détruit lui-même, que l'Afghanistan s'est détruit lui-même, que la Libye s'est détruite elle-même, que la Côte d'Ivoire s'est détruite elle-même? On parle de la Yougoslavie, là. Oui, je sais bien, mais enfin, il faut quand même tenir compte. Oui, mais on ne peut pas adapter. C'est pas parce qu'il se passe là, quelque chose là, etc. Vous essayez de faire un lien a posteriori, d'avoir une espèce de vision. Mais le lien existe forcément. Les événements internationaux ne sont pas indépendants les uns des autres. Non, mais comment dire? Les choses ne se passent pas comme on le veut toujours, et je ne vois pas, enfin, vous dites que vous avez des textes. Vous voudriez qu'il se passe. Non, mais en l'occurrence, en ce qui concerne la Yougoslavie, je ne vois pas de thèse suffisamment étayée pour croire qu'il y a eu un complot, une volonté américaine, vous dites. Les Américains sont venus après. Mais au départ, il n'y a pas de volonté. Ils ont été entraînés par les Allemands. Entraînés par les Allemands. Oui. Non, les Allemands, tout ce qui les intéressait au départ, c'est en ce sens que j'ai dit qu'ils ont été borgnes, c'était la Croatie. Mais on ne va pas refaire le débat maintenant. Hein? Messieurs, merci. Bon.